Je vous en prie, prenez place. Monsieur le préfet délégué, monsieur le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, chère Mireille Delmas-Marty, chère Émilie Piton-Foucault, bienvenue et merci. Mesdames et messieurs, il a plu, une embellie, les miracles des pèlerinages, mais je ne voudrais pas provoquer par ces propos de nouveau les éléments, car c'est vrai qu'il pleut souvent chez Zola, à Médan, et dans la plupart de ses romans. La pluie d'ailleurs n'est chez lui jamais la pluie, mais toujours une métaphore. Elle est en soi symbolique d'une évolution du contexte romanesque, où elle est porteuse d'un message politique, économique, social, sentimental. La pluie entre les rayons du soleil tombe sur Paris comme des pièces de 20 francs dans La Curée. La Beauce boit goulûment la pluie lente, douce, interminable dans un bruit de gorge universel où il y a du bien-être dans la terre. Entends-tu, Ninon, la pluie battre nos vitres? C'est une de ces soirées où le pauvre grelotte dans la fée amoureuse. La pluie détrempe les amants éconduits de Nana. La pluie alourdit la capote du soldat et pèse sur ses épaules dans le désastre politique et militaire que constitue le récit de la débâcle. Et de ce moment, les coups de pluie frappèrent la ville de toutes parts. On eût dit que le ciel se jetait sur la terre. Cher Alain Pagès, je pense qu'on pourrait multiplier les exemples, et vous plus qu'un autre pourrez nous les proposer. Je pense aussi que ça pourrait être un thème d'un des cahiers naturalistes. Je ne crois pas que cette thématique-là ait été jamais abordée, au moment où je salue d'ailleurs la parution du 95e numéro des cahiers naturalistes et le nom de son nouveau directeur, Olivier Lombroso. Ce numéro comporte deux séries d'articles, deux séries passionnantes, l'une sur Zola et les médecins et l'autre consacrée au naturalisme, au féminin. Vous y trouverez aussi les articles correspondant aux allocutions de l'année dernière de Charles Dantzig et celle de Philippe Auriol qui, avec sa pipe, est précédée d'une légère fumée en fond de banc, à côté d'Anne-Gaëlle Duriez. Je les vois bien. Zola vivant aujourd'hui se serait forcément emparé littérairement des désordres climatiques qui frappent notre pays et la planète pour en faire le sujet d'un roman. Il n'aurait pas été indifférent aux périls qui menacent aujourd'hui notre environnement. Il aurait, métaphore, sans doute aussi donné l'alerte sur les risques que courent actuellement nos sociétés démocratiques. Lui qui pensait que le rôle d'un écrivain en démocratie, c'était de parler de tout et à tous. Or, il pleut sur notre société et il pleut aujourd'hui sur le monde. Il y aura 1 an dans 15 jours, Samuel Paty était assassiné. Sa mort fut une mise en échec de la République et une mise en évidence de la détresse de notre système scolaire et de ses enseignants. Face à la montée de l'intolérance et de toutes les tensions qui travaillent notre société. On fit lire à la Sorbonne le beau texte de Jean Jaurès, la lettre aux instituteurs et institutrices. Vous tenez entre vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Ils seront citoyens, ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre. Enfin, ils seront hommes et il faut qu'ils aient une idée de l'homme. La leçon a-t-elle été entendue ? Je n'en suis pas sûr, et à l'amorce de cette année de campagne électorale pour les présidentielles et pour les législatives, c'est vrai on ne peut être que contrit de voir que plutôt que de se pencher sur les maux dont notre société est malade d'abord d'elle-même, eh bien le débat se porte sur le foyer de haine allumé par quelques boutefeux pour les aviver ou pour les éteindre. Notre société est malade, pas simplement de la Covid, mais plus gravement, elle est atteinte dans la confiance que portent les citoyens aux institutions, dans leur adhésion pleine et entière aux principes de la démocratie et de la République,
dans leur adhésion aux valeurs de respect de l'autre et de la tolérance qui étaient si chères à Zola. Elle est aussi malade, comme le faisait très justement remarquer Mireille Delmas-Marty dans un article paru au mois de mars dernier, parce que le rêve d'un monde sans risque, sans crise, sans maladie, conduit inéluctablement au cauchemar de sociétés de la peur. Nos sociétés démocratiques, qui se voulaient d'abord ouvertes, sous le coup des fléaux successifs, du terrorisme, de la pandémie, de cyberattaques, eh bien, nos sociétés changent, se referment sur elles-mêmes, au risque de se transformer en société du contrôle et de la suspicion. Ailleurs, notamment en Asie, cette société de surveillance est déjà à l'œuvre, cadenassant les relations sociales et les libertés politiques. La démocratie est une chose fragile. Dans l'histoire plurimillénaire de l'humanité, c'est aussi une exception et nous avons tendance à l'oublier. Il y a eu le magnifique mais bref moment grec, puis à partir du XIXe siècle, notamment pour l'Europe et pour l'Amérique, l'émergence et les combats pour installer la démocratie. Au XXe siècle, notamment après la décolonisation, la proposition de l'essor de la démocratie dans le monde. Et puis, après la guerre froide, l'Occident, rassuré par la continuité de sa propre aventure, persuadé finalement que l'état de droit, la liberté d'opinion, le libre choix politique spontanément s'étendait sur le monde, que la victoire de ces principes était, pas tout de suite, mais à terme inéluctable, s'est en partie aveuglé. L'Occident a commis aussi des erreurs dans la lutte contre le terrorisme et dans les guerres qu'il a conduites en Afghanistan, en Irak, en Libye, en se piégeant en partie lui-même. On n'exporte pas la démocratie et les droits de l'homme au canon. Une dynamique s'est brisée. Aujourd'hui, ce sont ces erreurs qui sont exploitées par d'autres, par des régimes ennemis des idéaux et des pratiques de la démocratie qui est partout en recul. Le réchauffement climatique fait fondre les icebergs, les glaces au sommet, accroît les précipitations violentes et soudaines, le niveau de la mer monte, des archipels sont engloutis. Eh bien, à cette image, les pays démocratiques, face au flot qui lui est opposé, sont ces pays démocratiques dans le monde, ne sont que des îles. Pouvons-nous, dans ce contexte, chère Mireille Delmas-Marty, croire à la puissance du droit et aux forces imaginantes du droit que vous avez sollicité, analysé dans un ouvrage majeur? Peut-on penser que ce droit et les forces imaginantes du droit seront assez fortes pour faire échec aux régressions juridiques que l'on constate et que je décrivais à l'instant, au viol répétitif du double interdit que vous décrivez vous-même comme, au fond, le fondement de ce qui donne sens à l'humanité, l'interdit intimé aux États de ne jamais déroger à certains droits universels et celui fait aux hommes de ne pas transgresser certaines valeurs. Ces droits, ces valeurs qui donnent leur sens à l'humanité, l'humanité qu'évoquait Jaurès, à travers le droit international qui progressivement les a reconnus, les a intégrés comme des éléments de reconnaissance du droit international, sont-ils suffisamment forts pour résister à la période de transition que nous vivons, y compris pour nos démocraties en pleine évolution, ou fait-il croire de retomber dans un relativisme juridique mondial qui a fait tant de mal au XXe siècle? À la tribune, vous répondrez peut-être tout à l'heure, dans votre intervention consacrée à durer et grandir dans l'imprévisible, à ces questions. À cette tribune se sont succédés d'autres juristes, avocats, gardes des Sceaux. Je pense bien évidemment à Jean-Denis Bredin qui vient de nous quitter et qui était, vous le savez, un des grands spécialistes de l'affaire Dreyfus et sans doute le premier en France à produire un ouvrage majeur et complet sur la question. Robert Badinter et Mireille Delmas-Marty, vous avez été aussi et travaillé auprès de Robert Badinter dans la commission qu'il avait établie, Christine Taubira, mais c'est pour nous un immense honneur que vous ayez accepté
d'être notre intervenante aujourd'hui. Quand, avec Pierre Berger, Martine Leblond-Zola, Charles Dreyfus, nous avons projeté la réalisation d'un musée Dreyfus dans ce lazaret, ici, à une jetée de pierre de la maison de Zola, nous avions conscience d'accomplir un mémoire de Zola, un devoir de mémoire, à la fois pour honorer Zola et pour conserver vives les leçons de l'affaire, afin de les transmettre à d'autres générations. La génération des contemporains de Charles Dreyfus et de Pierre Berger avaient été les témoins, et pour certains d'entre eux dans l'enfance, victimes des persécutions nazies et du régime de collaboration de Vichy. Puis, avec ceux de ma génération, nous avions pris pleinement conscience de la révélation de ce qu'avait été la Shoah, ce crime de génocide et cette politique d'extermination des Juifs. Rester mobilisés contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre toutes les formes d'exclusion, et en ayant cité Pierre Berger, je pense aussi au combat mené dans la lutte contre le sida, c'est-à-dire à la fois contre la maladie, mais aussi au départ contre l'opprobre social et la relégation des malades. Rester mobilisés sur ces valeurs n'était pas pour nous une chose difficile, c'était une évidence. C'est cette évidence qui est à l'origine de ce musée, mais cette évidence, avec la remontée du racisme, de l'intolérance, des exclusions aujourd'hui, n'est plus simplement une évidence, c'était devenu une urgence, et une urgence absolue depuis quelques années. Aussi, je suis heureux, au cours de cette 106e édition du pèlerinage de Médan, Martine me dira 119e anniversaire de la mort d'Émile Zola, que je suis heureux de vous annoncer qu'enfin, nous sommes à terme de ce projet, qu'il ouvrira ses portes au public à la fin de ce mois-ci et que son inauguration aura lieu sous le haut patronage du président de la République. Pensez d'ailleurs, je crois que des livres ou des carnets ont été ouverts de façon à ce que vous puissiez inscrire vos dons, vos adresses mail, de façon à ce qu'on vous fasse parvenir les invitations nominatives aux visites qui auront lieu à l'occasion des cérémonies d'ouverture. Rien dans cette très belle réussite. Alors, c'est un peu frustrant parce qu'évidemment, je vais vous parler de quelque chose en vous disant, vous allez le voir. Pas aujourd'hui, parce qu'on essuie encore les plâtres et donc ces lieux vous seront, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouverts à la fin du mois. Donc, je vais parler de quelque chose qui va peut-être attiser votre intérêt et sans doute provoquer votre visite. Rien de cette réussite n'aurait été possible, d'abord sans l'engagement de Martine Leblond-Zola, qui est l'âme de cette maison, l'âme de ces lieux depuis des décennies, et qui fait vivre ce lieu, sans Anne Gaël, qui depuis des années est associée aussi au quotidien à ce projet, sans le concours et le talent de Björn Dahlström, qui a été le préfigurateur du musée, Philippe Auriol, qui va en devenir, après avoir été le directeur scientifique, qui va devenir le directeur du musée, sans Jean-Michel Rousseau et Reda Isola, les architectes, et sans Yves Morand, que je salue, qui arrive bien, qui a été auprès de nous délégué à la maîtrise d'ouvrage. Et vous le verrez, ça a été pendant des années un travail absolument considérable. Ceux qui ont vu la maison de restauration quasiment à l'identique de ce décor, et un musée nouveau, un musée avec des vertus de présentation, je veux le dire, à la présentation pédagogique de ce qu'est l'affaire Dreyfus et des enseignements de cette affaire jusqu'à nous. Je voudrais évidemment remercier tous nos mécènes, les collectivités locales, les élus, et d'abord, chère Karine Kaufmann, la maire de Médan, qui nous accompagne et nous soutient aussi depuis toujours dans cette aventure. Un grand merci, Karine. C'est aussi une façon de saluer les autres maires qui sont à côté de nous aussi, Jean-Pierre Léniaud et Monsieur Aufrechter, maire de Verneuil, et Monsieur Léniaud, maire de Vilaine. Patricia Poudziref,
Nathalie, excuse-moi, alors là je commence à confondre les prénoms. Merci d'être avec nous et bien sûr les ministères, le ministère de la Culture au premier chef, le ministère des Armées, la DILCRA, le Conseil régional, le Conseil général, sans les concours desquels ce projet n'aurait pas été possible. J'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'un musée, mais au fond, c'est moins un musée que un projet pédagogique, ce musée Dreyfus. Le terme est un peu impropre puisque le lieu s'adresse et est surtout conçu pour recevoir la visite de collégiens et de lycéens. Et nous voudrions qu'à la fin de leur visite, et à la question posée par Zola dans sa lettre à la jeunesse, parue en 1897, c'est-à-dire 9 ans après la lettre de Zola que j'évoquais tout à l'heure aux instituteurs, à la question qu'il posait à la jeunesse « Où allez-vous, jeunes gens ?» Nous voudrions qu'après la visite de ce musée, ils puissent répondre, comme Zola le leur proposait, « Nous allons à l'humanité encore, à la vérité, à la justice. » Je vous remercie. C'est vrai, Louis Gautier l'a souligné, que l'époque est rude. Il y a le fracas des idéologies sociales et religieuses qui sont exacerbées et qui semblent irréconciliables. Il y a la colère de la nature dont Louis Gautier a parlé. Il y a la pandémie de la Covid-19 qui est comme un fléau biblique. Mais rappelons que la précédente grave pandémie dans le monde, qui a été celle de la grippe espagnole, avait fait 50 millions de morts. Il y a donc progrès. Enfin, il y a les crispations, et c'est une chose très inquiétante, les crispations économiques et des égoïsmes qui attisent l'affrontement fatal entre ceux qui n'ont rien ou peu et ceux qui ont assez ou trop. Dans cette atmosphère, il est évident que certains peuples ne croient plus à rien, abdiquent, qu'on assiste à une abolition du raisonnement qui est augmentée par les ravages des techniques de communication modernes qui radicalisent et accélèrent les réactions. Cela doit, à notre niveau, nous faire penser à un certain nombre de choses que, là où nous sommes, nous pouvons. Il y a, je crois, à attendre de l'art, qu'il s'agisse de l'écrit, qu'il s'agisse du cinéma, de la télévision, des peintres. Il y a peut-être une réponse sensible à nos problèmes. Et il y a une chose très importante, c'est qu'il faut que nous gardions le respect de notre langue, qui, elle aussi, comme beaucoup de choses, se déconstruit. Déjà, d'ailleurs, sous l'effet de l'écriture inclusive, mais aussi sous l'effet d'ostracisme sur les mots d'anathème lancés contre des mots et contre des notions. Voilà, c'est un constat contre lequel nous devons essayer d'élever des barrières parce que nos enfants sont derrière nous. La tradition ici, vous le savez, est de tenir une nécrologie. Louis Gautier a fait allusion à Jean-Denis Bredin, académicien, disparu le 1er septembre dernier à l'âge de 92 ans. Il était venu à Médan en 1987 et c'est vrai que, en plus de son magistral livre de 93 l'affaire, il avait encore en 98 donné une préface au carnet d'Alfred Dreyfus qu'a édité notre ami Philippe Auriol. Mais auparavant, le 7 mai 2021, disparaissait Louis Bois. Il avait 96 ans.
Il s'était lui aussi exprimé d'ailleurs à cette tribune, d'après mes souvenirs, en 1978. C'était un pépiniériste affable, aimé des habitants de Médan, dont il avait été maire de la commune de 1966 à 1995, 29 ans au service des Médanais. Il était aussi membre fondateur de l'association du musée Émile Zola, qui, en 1985, ouvrit cette maison au public. Les bénévoles de l'époque se rappellent d'un dimanche où nous étions 3, 2 conférenciers, un caissier, et nous avons eu 2 visiteurs. Les choses vont changer, les choses ont changé. Jamais le soutien de Louis Bois ne nous a manqué. Et ces dernières années, et encore, je crois, l'année dernière, sur son fauteuil roulant, là, dans cette allée, il était là pour partager avec nous un amical souvenir. Alors, Louis Bois, c'est important. Et on devrait faire une minute de silence, mais il y a une forme moderne qui est les applaudissements. Donc j'applaudis Louis Bois. Madame le maire, Karine Kaufmann, merci d'avoir repris ce même esprit et d'être si amicale, si compréhensive envers nous. J'ai appris ce matin, comme vous, la mort hier de Michel Tubiana, avocat qui fut président de la Ligue des droits de l'homme de 2000 à 2005. Je crois qu'on peut aussi le saluer. Je vais ajouter un nom. Hubert Delaparent, doyen des acteurs français, mort à 102 ans le 14 septembre dernier. Pourquoi ? Parce qu'il m'est cher et il avait été Camille dans Thérèse Raquin, une adaptation à la télévision faite par Stelio Lorenzi en 1957. Les événements à célébrer aujourd'hui, il y a bien sûr la commune et il y a les événements médiatiques et germinales dont vous avez tous déjà entendu parler. En ce qui concerne la commune, il vaut mieux être discret. Vous savez que c'est un sujet sur lequel Zola a eu des réactions violentes contre les communards, employant des mots très durs, parlant d'un rêve, et on l'a même vu, il faut se replacer dans l'époque, les historiens doivent toujours se replacer dans l'époque. Il faut se replacer dans l'époque. La semaine sanglante a été une chose atroce des 2 côtés, et Zola en est venu à espérer la venue de la sagesse de Monsieur Thiers. Ça fait 28 ans que le Germinal de Claude Berry est paru. À la télévision, on nous offre une mini-série service public en 6 épisodes sur Germinal. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà visionné la chose sur la plateforme payante Salto. Et puis d'autres attendront la diffusion prévue cet automne sur France 2. Je crois que la volonté des auteurs, pourtant talentueux, Julien Litli pour le scénario, David Ourèche pour la réalisation, leur volonté de dépoussiérer et de moderniser l'œuvre est tombée à plat. L'œuvre, en effet, a des qualités, mais les intentions mises dans les images, qui est une façon moderne de faire du cinéma ou de la télévision, le côté stupide de certains dialogues sont consternants. Je ne vous dis pas ça pour
abîmer complètement ce travail. Je vous dis ça. Non, mais il faut le savoir, c'est tout. Il faut le savoir. Ceux qui ont peut-être déjà vu l'œuvre le diront. Mais il y a à côté de ça des choses tout à fait remarquables. Il y a des décors. Il y a des... Vous riez, c'est important dans un film. Il y a des interprètes qui sont assez parfaits. Et je crois que je jette un caillou dans la mare. Peut-être que vous direz, ce Labadin, c'est un imbécile. Alors, l'activité zolienne, plus largement, est restée très très soutenue malgré cette période de vie sociale entravée, puisque, vous le savez, les techniques modernes de diffusion permettent de suivre à distance certaines manifestations majeures, les séminaires, les colloques de l'équipe Zola du CNRS peuvent être entendus en direct ou en différé sur certains réseaux. Ça s'est produit pour le domaine de la photographie, un colloque en début d'année placé sous l'égide de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine a été comme ça diffusé. Il n'y avait aucune assistance physique de quiconque. Je rappelle que la médiathèque de l'architecture et du patrimoine est une institution publique et que, grâce d'ailleurs à la générosité de quelques-uns d'entre vous, on a pu restaurer les plaques et que maintenant 2000 photographies d'Émile Zola sont à la disposition du public. Et un ouvrage devrait suivre qui révolutionnera sans doute radicalement la mémoire photographique de Zola et n'enlèvera rien pourtant au Zola photographe de François-Émile Zola et Massin, dont on a tous le souvenir et des exemplaires. Du côté musique, moi j'ai relevé une chose importante, c'est à la réunion de l'AIZEN, AIZEN, qui est la puissante association américaine dédiée au développement d'Émile Zola. On verra, ceux qui iront aux États-Unis, une représentation de l'opéra Thérèse Raquin de Tobias Pitcher sur un livret de Georges Scher. Internet offre quelques extraits de cet opéra. Je vous conseille vivement d'aller retrouver cela. Il est dommage qu'on ne puisse pas recevoir à l'Opéra Comique ce travail en France. Cet été à Cabourg, j'ai été ravi de réentendre Carole Beffa. Carole Beffa, c'est ce petit génie, à la fois normalien, prix du Conservatoire de musique de Paris, dont le seul défaut est de s'être brouillé avec du sapin pour des questions théoriques. Donc ce garçon, grand interprète, grand compositeur, donnait à Cabourg à nouveau son interprétation sur Le Bonheur des Dames, le film muet. Il le faisait avec beaucoup de talent. Certains se souviennent, dans un passé lointain, qu'il avait fait aussi une éblouissante démonstration en accompagnant au piano la longue œuvre d'Henri Pouctal, Travail, qui est aussi un film muet. Je voudrais, avant que nous entendions nos invités, faire un appel en faveur de la Société littéraire des Amis d'Émile Zola. Je voudrais demander à ceux qui le peuvent, 25 € par an, de s'abonner au Cahier naturaliste. Je n'ai pas besoin d'en faire l'éloge, Louis Gauthier l'a fait à ma place. Donc, objectivement, le plaisir de la lecture, quand même, que vous y trouverez, se doublera du fait que cet argent sert aussi à maintenir la qualité
du site internet des Cahiers naturalistes qui, ces jours derniers, vient d'être rénové, remis à jour et sur lequel vous avez tout au long de l'année les informations qu'il faut sur les activités zooliennes. Notre premier oratrice, je ne sais pas ce qu'il faut dire, est Émilie Piton-Foucault. Elle est agrégée en lettres modernes, elle est doctoresse lettres avec une thèse intitulée « La fenêtre condamnée, transparence et opacité de la représentation dans les Rougon-Macquart d'Émile Zola ». Elle enseigne à l'université de Rennes 2. Chère Émilie Piton-Foucault, vous avez introduit dans les études sur Émile Zola un point de vue bien particulier, sensoriel, dont vous allez, je pense, nous donner immédiatement une brillante démonstration. Mesdames, Messieurs, il y a 150 ans exactement, Zola publiait La Fortune des Rougon, le premier roman des Rougon-Macquart, cette formidable construction romanesque qui durera une vingtaine d'années. De construction, il en sera question, mais au sens propre. Nous sommes aujourd'hui devant sa maison. Et c'est de cette maison dont j'aimerais vous parler et vous montrer en quoi elle, et notamment ses vitraux, sont à l'image de l'œuvre littéraire de son propriétaire, son bâtisseur, Émile Zola. Alors Zola a souvent été associé à l'architecture dans son écriture. Par exemple, Alphonse Daudet avait dit « Zola travaille géométriquement ». Comme son père l'ingénieur, il creuse des canaux, il trace des rues, il étage des bâtisses. Il est vrai, les Rougon-Macquart sont une construction, une structure close, avec des routes, des obstacles, tout comme le barrage Zola pour lequel le fils avait tenté de donner le nom à son père comme une signature. Oui, artisanat, dessin, écriture, architecture, voici le même art chez Zola, bâtir et créer dans une légende. Le support du vitrail me semble très intéressant, ainsi que le bâtiment concret de cette maison de Médan, qui ne saura mieux montrer cette alliance entre les arts. Huysmans a beaucoup parlé justement de cette maison, notamment après la mort de Zola, lorsqu'il était interrogé par des journalistes. Et il avait souligné le fait que Zola était un architecte, qu'il agrandissait peu à peu cette maison et qu'il était juste aidé par un entrepreneur de maçonnerie et il ajoutait morceau par morceau des bâtisses à la bâtisse. L'auteur lui-même, Zola, le dit, qu'il était en train de bâtir la salle ronde à un moment que vous voyez à droite, disait-il à un journaliste, en parlant de l'aile gauche où il avait placé son cabinet de travail. Cette pièce où il était très à l'aise, disait-il. Alors rendez-vous avec moi dans ce lieu, mais sans marcher, sans voir la moindre image. Ceci est un petit exercice que je vais vous donner. Petit exercice qui nous permettra de suivre le parcours de Zola, qui nous transmet, oui, sans cesse, des images, mais des images sans rien dessiner, en n'ayant sous la main que des mots. Alors lecteurs, vous êtes des lecteurs de Zola, fermez les yeux et suivez sa création avec moi. Entrons dans la maison. Tout d'abord, imaginons les meubles, les objets. Très souvent, nous trouvons des énumérations chez les journalistes ou les autres écrivains qui parlent d'objets d'art religieux à l'intérieur de la maison, de chasubles, de vitraux d'église, de tapisseries de grande valeur. Huysmans en parle beaucoup.
Alors, faut-il y voir du m'as-tu vu dans l'ensemble des objets qu'on peut voir à l'intérieur? Il y avait une mode à cette époque, au XIXe siècle, qui était d'acheter frénétiquement, comme Balzac, beaucoup d'objets qu'on accumulait, ou d'essayer d'être plus créateur, comme les Goncourt, qui étaient parfois un peu charitable avec l'intérieur de Zola. Huysmans, en 1902, disait que l'effet artistique à l'intérieur de la maison était assez contestable. Mais, dès ce moment, ajoute-t-il, pourtant, il était artiste dans sa maison. Que penser alors de ses choix? Une démonstration sociale de sa richesse? Ou alors tout simplement un confort, simplement ses plaisirs? Zola lui-même parle d'une volonté d'être bien. Il le dit. Il parle du fait qu'à un moment, pendant 11 ans, il avait fait tous les livres à Médan, qu'il y était dans un aménagement très confortable. J'irai plus loin. Cet aménagement, c'est une création. Lui aussi, il crée dans la maison, selon moi. D'ailleurs, entre le style à l'intérieur de la maison et son style d'écriture, il me semble qu'une des citations justement de Zola à l'intérieur d'une petite revue éphémère qui s'appelle Le Cœur en 1893 dit « J'ai toujours mis nettement en moi le créateur à part du théoricien. Il y a sa théorie et il y a sa création. Et cette maison me semble être sa création. » Alors regardons de plus près la création et non la théorisation à l'intérieur de cette maison, remontant en 1884 et 1885 avec certains journalistes qui visitaient. À cette époque, il n'y avait qu'une des deux tours et une qui était en cours de construction. Alors, La Bruyère, par exemple, nous dit « Je monte un escalier, j'en descends un autre, je monte un troisième. » Il y en avait des escaliers chez Zola. Enfin, une porte s'ouvre, je suis arrivé, une immense pièce avec une baie vitrée dans toute la largeur. Desprez ajoute, quant à lui, que des petites vitres, vous reconnaissez que vous êtes dans le bureau de Zola, les petites vitres de l'immense fenêtre ressemblaient à celles d'un palais du XVe siècle. Mais d'un autre côté, les vitraux de couleur laissaient filtrer dans la pièce un jour tamisé. Il parle du divan, de l'alcôve, qui sont de ce côté, mais aussi des vitraux de ce côté. Uniquement de ce côté, qui était de couleur long et qui était long, étroit, garni d'armoires pour une bibliothèque en tribune. Un autre journaliste parle d'un atelier de peintre pour Zola. Oui, les vitres sont sur toute la superficie du mur, d'un côté du bureau, entièrement. Le mot atelier dit par les journalistes est intéressant puisque un atelier veut bien dire un artisan. On sait bien que l'art, au Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance, et même un peu après, l'art était n'était peu différencié des actes faits en travail manuel. Les peintres, les sculpteurs, les enlumineurs, les peintres verriers étaient considérés comme des artisans, de la même manière qu'un boulanger ou un tisserand. Or, Desprez parle justement d'un auteur qui se met à l'œuvre. Aussi, que chaque phrase se bâtit dans sa pensée. Nous voyons même Zola dans ses manuscrits qui parle souvent en se donnant presque des ordres, qu'il faut bâtir le chapitre. Il faudra faire ceci pour peindre telle chose. Ce langage me semble montrer que Zola ne cesse d'être un maître d'atelier, même dans sa maison. Il ne cessait d'entourer les maçons lorsqu'il a fait construire la deuxième tour. D'ailleurs, le journaliste La Bruyère disait en partant qu'il avait pris congé de l'écrivain, de Zola, qui s'en allait visiter les constructions qui allaient se faire dans son habitation. Arrive le moment le plus intéressant me concernant pour cette tour germinale, c'est l'apothéose de la décoration, celle des vitraux qui ont été réalisés par Henri Babonneau. Alors, ce vitrail que vous avez peut-être en tête, mais si vous ne l'avez pas en tête, fermez les yeux, écoutez-moi. Vous pouvez voir une esthétique moderne, précurseur de l'Art Nouveau, puisque c'était
très tôt, dans les années 1886, de faire des vitraux de ce style, avec un fond transparent, mais qui faisait ressortir des dessins avec des couleurs flamboyantes, mais douces et chaleureuses. Ce qui est logique dans une salle avec une salle de billard. Deuxième détail, un de ces vitraux, celui qui est ici, se trouve en face de ce mur que vous voyez qui nous sépare de la rue. Or, le vitrail est très proche. Au fond, on ne voit qu'une surface blanche, claire, et peu de choses vers l'extérieur. Juste ce mur, comme si on avait une toile, avec un dessin dessus. Ce vitrail me semble très intéressant si on regarde la lettre qu'avait envoyée Zola à Babonneau. Alors je vous la lis. Écoutez bien son vocabulaire qui est très intéressant. En songeant à ce que nous avons dit hier, j'ai réfléchi à votre travail. Je veux vous répéter que je tiens absolument à ce que tout, les animaux, les arbres, les feuillages, les fleurs, jusqu'aux petits oiseaux et aux papillons, soient découpés par des plombs. C'est uniquement cela qui donnera du caractère à l'ensemble. Ce que vous pouvez peindre sur le fond, sur les verres rectangulaires, ce sont des insectes, mouches, abeilles, demoiselles, 4 ou 5 par fenêtre. En outre, je désire que, dans la grande baie, dont vous allez me soumettre un croquis, vous mettiez un nouveau pan, mais un pan avec une queue redressée et étalée. Et ne craignez pas d'élargir cette queue, d'en faire un motif principal de votre composition. Elle peut s'étaler sur 3 ou 4 vitres. Que dire de cette écriture ? Cette énumération de nombreux animaux, végétaux, nous fait penser, ils nous font penser aux descriptions de Zola dans ses romans. Mais regardons de plus près aussi les détails dans son style d'écriture. Nous avons beaucoup de démonstratifs, nous avons des verbes de devoir et pouvoir, nous avons un jeu entre le pronom je et vous. Babonneau doit soumettre un croquis. Certes, croquis entièrement dessiné finalement par les détails donnés par Zola qui donnent même les formes et les endroits des dessins, même l'angle d'un trait. Cela me fait penser beaucoup à des ateliers de type Cranach l'Ancien, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'ils sont là pour faire le dessin et il y a les petites mains. Bien sûr que Babonneau était un artiste très réussi. Il n'empêche qu'il n'a qu'à suivre toutes les indications, le langage même de Zola. Alors, ce vocabulaire qui est ce qu'on appelle performatif, finalement, il suffit de dire pour faire, est très présent chez Zola dans ses manuscrits. Il est aussi très présent, repensons à la préface justement du premier roman des Rougon-Macquart, où il dit à l'avance au lecteur « Celle-ci est, dès aujourd'hui, complète. Il s'agit d'un cercle fini, elle devient le tableau d'un règne mort. » Il parle des Rougon-Macquart alors qu'il n'en a écrit qu'un à ce moment-là. Il dit déjà que tout est fait. La création de ce vitrail de Babonneau, habile, nous fait penser beaucoup à un des romans de Zola. Vous y pensez peut-être déjà en ayant écouté sa lettre à la faute de l'abbé Mouret. De l'abbé Mouret où nous voyons un parc immense, Paradou, où nous avons une accumulation d'animaux, de végétaux, avec des mots qui viennent et qui vous font imaginer non pas des végétaux, mais des taches de couleurs. Je lis un tout petit extrait. À moins que vous soyez vraiment exceptionnel d'un point de vue botanique, je pense que vous ne voyez pas du tout ces végétaux. Je lis lentement. La laine verte des lobélias se déroulait, un peu rude, piquée de mauve clair, des étoiles nuancées de sélaginoïdes, les coupes bleues des némophylas, les croix jaunes des saponaires, les croix roses et blanches des juliennes de Mahon, dessinaient des coins de tapisserie riches. Je pense que, comme un vitrail, vous voyez des grands aplats de toutes les couleurs. Finalement, les taches, les aplats de couleurs, les lignes comme celle du plomb, ou éclairées, ne peuvent que nous faire penser à un vitrail, finalement, qu'ils donnent
à Babonneau. On retrouve aussi les propos qu'il donnait dans ses écrits d'art, des écrits de critique d'art, sur Manet, en parlant justement des yeux peints par Manet qui étaient 2 plaques noires, avec un nez, des lèvres qui étaient réduits à de simples lignes roses. Finalement, l'artiste, Zola, s'avère être une sorte d'artisan artiste. Deuxième détail de la faute de l'abbé Mouret, l'abbé a une église dans un état pathétique. Pathétique, même s'il n'y avait pas de vitraux, il y avait des vitres transparentes, mais qui étaient toutes cassées. Il est en pleine campagne, il n'a pas d'aide. Que va-t-il faire ? Il va les réparer lui-même. Que va-t-il faire alors comme réparation ? Il va mettre sur cette fenêtre du papier. Le papier remplace donc les fenêtres de verre. Lorsqu'il le décrit, Zola nous dit « Par les fenêtres, le grand soleil de 10 heures que tamisaient les vitres de papier entrait, étalant sur les murs, recrépis, de grandes moires très gaies, où l'ombre des bonnets de femmes mettait des sortes de gros vols de papillons. Une fois encore, le papier fait tout autant de dessins, de couleurs, de vitrail finalement, que les murs eux-mêmes et les fenêtres. Alors, regardons maintenant de plus près. Alors, je n'aurai pas le temps de vous le dire, mais Mallarmé a été fasciné justement par cette capacité d'écrire de Zola qui arrivait à casser votre esprit, que vous n'arriviez à rien imaginer vous-même. Oui, il disait, je le dis vite, mais que finalement, il empêchait, il l'a dit à Huret, il l'a aussi dit dans une lettre à Zola, qu'il empêchait, et c'était fascinant, d'empêcher tout lecteur d'avoir son propre esprit, qu'il restait à l'intérieur, qu'il nous donnait toutes les images, ce qu'il avait surnommé être une tyrannie superbe, où il nous mettait une toile de fond dans notre rêverie qui était la sienne. Dans une interview, Zola en rajoute sur la question de l'écrit qui devient presque un dessin, qui devient presque une image. Il parle du titre, dans une interview, il parle de l'argent, un titre banal, n'est-ce pas, l'argent. Je ne sais pas, trouvez-vous ça original, juste l'argent ? L'argent, pour lui, est pourtant exceptionnel. Il n'est pas simple, il n'est pas banal. Que dit-il du mot argent ? C'est un mot étrangement élastique. Que fait ce mot ? C'est un titre énorme qui doit embrasser, énumérer, comprendre, expliquer, définir, analyser et synthétiser. Lorsqu'il parle de ce qu'il va faire avec le mot argent, qui semble essentiel, il dit qu'il va avoir un travail de vision d'abord, avec le mot argent. Ensuite, de faire une assimilation, dit-il, avec une étude technique, la lexicographie qu'il évoque, comme s'il était enfin un artisan, technicien. Et enfin, il en fera une composition, dit-il. Et, une fois qu'il l'a faite, il la mettra sur le papier. Ce sont les mots qu'il utilise, comme s'il était en train de créer avec des mots. Évidemment, je suis obligée de penser à un livre comme vous qui est Le Rêve, comme roman, justement, où on voit des gens en train de faire des vitraux. D'ailleurs, encore l'abbé Mouret, dont je ne suis pas obsessionnelle, lorsqu'il était en train de mettre du papier à la place des verres, était qualifié de quelqu'un qui était délicat et qui avait les délicatesses de la broderie. Tiens, la broderie, le vitrail, c'est bien ce que font les 2 héros du roman Le Rêve. Les deux sont systématiquement associés. Les 2 personnages, quand ils se rencontrent, parlent de manière symétrique. Moi, je me nomme Félicien. Et moi, Angélique. Je suis peintre verrier. Elle répond « J'habite là avec mes parents et je suis brodeuse ». Les 2 sont identiques et les 2 ont un rapport avec l'écrit. Finalement, la broderie, le vitrail ne sont que des écrits. Les 2 personnages nous sont dits ressembler aux saints. Félicien ressemble au Saint-Georges dont il refait le vitrail. Angélique, elle, a le même visage ovale, nous dit-on, qu'une petite vierge de vitrail. Finalement, l'art d'Angélique devient lui aussi un modèle. Le vocabulaire qu'il utilise est celui du vitrail. Alors, vous ne connaissez sans doute pas les conflits qui ont existé au XIXe siècle entre les gens qui faisaient des vitraux, mais il y avait 2 écoles. Ceux qui faisaient des vitraux qu'on appelle le vitrail archéologue, c'est-à-dire d'imiter exactement ce qui était fait à une époque ancienne, et ceux qui appelaient ça le tableau vitrail. Cela créait. C'est bien l'histoire même de ce roman.
Félicien, qui fait des vitraux, lui, est du côté du vitrail archéologue. Il imite, il veut surtout utiliser la même technique qu'au Moyen-Âge. Angélique, elle, s'appuie sur un roman, La Légende dorée. La Légende dorée était d'ailleurs utilisée par tous les verriers dès le Moyen-Âge. Elle l'imite, elle en fait quelque chose, mais elle arrive à créer quelque chose que les spécialistes trouvent alors exceptionnel, car elle réussit à faire quelque chose d'archéologique et en même temps quelque chose d'original. Elle était fascinée par le côté graphique de la légende dorée du XVe siècle qu'elle avait dans les mains. C'était les mots eux-mêmes qu'elle trouvait magnifiques et non pas ce que racontaient les histoires lorsqu'elle était très jeune. Me voilà arrivée à la question justement de l'image dans l'écrit. Il arrive dans ce roman, Le Rêve, une deuxième version. Pour moi, il y a un deuxième roman, le roman illustré. Il a été illustré par un artiste que vous connaissez peut-être, Carlos Schwab. Carlos Schwab est un dessinateur et aussi peintre qui a été extrêmement célèbre de ce travail d'illustration qu'il a fait dans ce roman. Or, ce rapport a souvent été vu à tort d'un conflit avec Zola. Un conflit pourquoi ? Parce que Schwab a mis des images totalement idéalistes, totalement symboliques, où nous étions dans un univers totalement irréel, comme certains personnages, dont l'héroïne Angélique. Pour moi, c'est faux, car finalement, Carlos Schwab n'est qu'un outil, est un outil de Zola. Ce n'est pas un manque de respect sur l'art de Carlos Schwab, mais certains détails sont intéressants. Alors, on dit souvent que c'est par politesse que Zola disait à Flammarion, dans cette édition, « Je suis certain que nous aurons avec lui une œuvre très artistique et très originale ». Ensuite, il défend Carlos Schwab pour que l'État achète ces œuvres de Carlos Schwab en disant que ce sont de magnifiques dessins pour mon roman, Le Rêve, et qu'il serait ravi d'entrer dans un musée pour les voir. Cela signifie, là encore, méfions-nous du langage de Zola, quelque part, que c'est son œuvre qui rentre dans un musée grâce à ses dessins. Finalement, par l'écrit, par la main, par les mots, il arrive lui-même à faire un dessin, une image, une œuvre. Alors, deuxième détail, malhonnête contre Zola en disant qu'il se fiche royalement de Carlos Schwab car il l'appelle Monsieur Carlos. Il ne connaît même pas son nom de famille. Il l'écrit avec un Z et pas avec un S. Non, pas du tout. En réalité, ça montre qu'il connaissait les œuvres de Carlos Schwab et pas Carlos Schwab lui-même. Parce que, justement, Carlos Schwab, auparavant, signait à l'envers son prénom et son nom de famille. Il écrivait aussi souvent son prénom avec un Z et non avec un S. Ce ne sont que des détails, mais je pense qu'il le connaissait très bien. D'ailleurs, les spécialistes qui parlaient de Schwab à cette époque, en 1896, disaient qu'il était un véritable primitif, qu'il faisait du naturalisme idéaliste et aussi qu'il était aussi fort que de l'orfèvrerie en mettant des branches sveltes, des calices harmonieuses. Il était nouveau et provocateur puisque le dessin était totalement associé au texte. Les deux se mélangeaient. Finalement, selon moi, Schwab n'est qu'un personnage comme Angélique, comme Félicien, il en fait partie. Ceci me fait terminer dans notre visite dans le cabinet. Alors le cabinet change en 1889. Et c'est une énigme. Pourquoi ? Vous ne le verrez plus. Ils ont disparu. Qu'il est beau, ce bureau, avec cette ouverture. Vous voyez toute la nature. En 1889, ceci est remplacé par des vitraux. Des vitraux religieux qui ont été vendus après sa mort et qui ont disparu. Alors, il semblerait que des Américains l'ont acheté. Nous ne savons pas qui, nous ne savons pas où. Nous en parlions tout à l'heure, nous n'avions pas d'image de ce vitrail, de ces vitraux. Et finalement, si vous regardez tout ce qui a été exposé, ou justement, ou qui est visible sur Internet, dans ce que la médiathèque a montré à partir des plaques, il y a quelques photographies que Zola a prises de ses propres vitraux. Nous avons donc des signes de ce qui était présent dans ce vitrail, chose intéressante. Alors je suis originaire, comme on vous l'a dit, de Bretagne, et ces vitraux viennent de Malestroit.
Autant vous dire qu'à Malestroit, c'est un scandale. Ces vitraux sont un vrai scandale d'avoir disparu. Ils font partie d'une chapelle, la chapelle Madeleine, de Sainte-Madeleine, qui est exceptionnelle. Des spécialistes de l'époque étaient déçus de ne pas pouvoir le voir. Pourquoi est-elle exceptionnelle ? Parce que ce sont 10 vitraux sur l'ensemble, 8 en particulier, qui racontent toute l'histoire de Sainte-Madeleine, du début à la fin, avec des détails qui ne sont présents que sur la légende dorée. Il n'y en a très peu dans l'Europe à avoir fait ça, mais ceci a disparu. Alors je passe sur, peut-être ne connaissez-vous pas l'archéologue spécialiste du XIXe siècle en Bretagne, qui s'appelle La Borderie, qui a intitulé son article « L'année où a été vendu cet ensemble de vitraux », il l'a intitulé « Les Vandales », en trouvant cela inadmissible qu'un maire ait pu vendre une chose pareille, qui plus est, en le vendant à un Normand. Alors, ce Normand en question s'appelle Foucault. Je suis désolée, je m'appelle Piton Foucault, je n'ai aucun rapport avec ce monsieur Foucault qui a acheté comme brocanteur ces vitraux, et c'est lui qui l'a revendu à Zola. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le choix de Zola dans ces vitraux. Il s'agit d'une légende. Il s'agit d'une légende en plusieurs images. Je ne dis pas que c'est une bande dessinée, mais nous avons quand même cette suite qui est présente. Deuxième chose, la légende, c'est ce qui doit être lu. Or, ces images avaient elles-mêmes une petite légende au sens moderne, c'est-à-dire qui mettait une phrase qui décrivait ce qui était représenté dans cette image. Certains ont cru, à ce moment-là, que Zola avait tout simplement trouvé intéressant ce qui était religieux, ou que ça l'avait inspiré pour écrire Le Rêve. Non. Si on regarde les dates, non, il l'a installé et acheté après avoir écrit ce roman. Alors comment le comprendre ? Moi, je le vois comme une œuvre de Zola. Une œuvre de Zola parce qu'il a tout installé. Il avait ici 12 vitraux. Il n'y en avait que 8 sur l'histoire. Par des petits détails, on peut retrouver, si vous achetez des choses, des fois, qu'on peut vendre de Zola, on a trouvé un bout de papier qui vient d'une enveloppe où il écrivait quelques petits détails sur Malestroit, sur une armoirie qui était présente, qui n'était pas dans l'histoire de Sainte-Madeleine, mais qui correspond bien à ce qui était présent à cet endroit. Il a donc tout fait installer. Et ce qu'il a fait installer raconte une histoire, et je voudrais finir par un petit jeu. Peut-être, si vous connaissez très bien les œuvres de Zola. Pour moi, ce choix et cette installation est vraiment en rapport avec sa propre œuvre, comme s'il avait regardé son œuvre, ses écrits à lui-même à travers ses vitraux. Pourquoi dis-je ça ? Bon, évidemment, nous avons l'histoire de Sainte-Madeleine. Madeleine nous fait penser naturellement à un de ses premiers romans, Madeleine Ferrat, d'ailleurs qui s'intitulait La honte au départ, puisque elle-même était en repentance de ce qu'elle avait fait en couchant avec quelqu'un avant de rencontrer son grand amour, ou en tout cas celui qui l'a pris en charge. Nous retrouvons un petit quelque chose de Sainte-Madeleine. Allons plus loin. Hubert et Hubertine, dans Le Rêve, ne pouvaient avoir d'enfants, car le père d'Hubert devait être puni par sa mère qui était décédée d'avoir été avec Hubertine. Que se passe-t-il dans l'histoire que nous voyons dans le vitrail ? Eh bien, nous avons l'histoire qui est présente dans la légende dorée, dans ce vitrail, que 2 nobles de Marseille ne pouvaient avoir d'enfants et sont allés voir Sainte-Madeleine qui leur avait dit « Vous n'avez pas assez aidé les saints qui étaient à Marseille et c'est pour cela que vous ne pouvez pas avoir d'enfants. » Que se passe-t-il pour Hubert et Hubertine ? Ils finiront par avoir un enfant à la mort d'Angélique dont ils s'occupaient. Sainte-Madeleine fera la même chose avec le couple de Marseille lorsqu'ils changeront de comportement. Autre détail, une fois qu'elle a cet enfant, celle qui a été fécondée grâce à Sainte-Madeleine meurt. Elle meurt immédiatement dès qu'elle accouche. Elle accouche, c'est la même chose que Félicien dans Le Rêve. Félicien était le fils d'une femme qui est morte lorsqu'elle a accouché. Que lui arrive-t-il à Félicien ? Il est mis de côté par son père qui est malheureux. C'est exactement ce qui se passe dans l'histoire de Sainte-Madeleine. Les 2 personnes qui ont enfin eu un enfant, la mère meurt et malheureux, le mari la laisse dans une île avec son corps, avec son fils.
On pourrait continuer de nombreux petits détails qui sont présents. On peut aussi penser aux 2 autres vitraux qu'il a ajoutés où on voit 2 commanditaires, 2 donateurs qui sont en bas avec leurs armoiries. C'est ainsi qu'il compare justement Hubert et Hubertine dans son roman à des gens qui sont à genoux comme des donateurs avec des yeux fixes. Voici plein de petits détails. Peut-être trouvez-vous que je vais trop loin. Pour moi, ce vitrail qu'il a construit lui-même, qu'il a fait construire lui-même, en disant à Babonneau surtout de ne vraiment pas toucher au style de l'époque du Moyen-Âge, me semble être un hommage personnel qu'il a fait en regardant lui-même dans son bureau, en écrivant son œuvre elle-même. Cette petite visite que j'ai faite devant vous nous a menés au sein de ces constructions, aussi bien littéraires qu'architecturales, peut être conclue par une remarque de Huysmans sur cette maison où nous sommes. Il dit « Si encore Médan était plus près de Paris, on aurait pu songer à y créer la maison de Zola, comme on a créé la maison de Hugo. Mais Médan est trop loin. Or, grâce à vous tous, cette maison est devenue la maison de Zola, que vous n'avez pas encore revue, mais que vous allez bientôt pouvoir visiter, ainsi que le musée. Et donc cette maison n'est pas qu'une propriété, qu'un lieu, mais bien une œuvre façonnée des mains de Zola. Merci. Une information. Je rappelle que nous ne pouvons pas faire visiter ni la maison ni le musée aujourd'hui et que le car qui raccompagnera au train part à 17h20 de l'endroit indiqué sur l'invitation. Quelques mots sur Madame Mireille Delmas-Marty, notre invitée, dont vous avez peut-être lu de temps en temps des chroniques dans Le Monde ou dans des hebdomadaires. L'invitation dit juriste, professeur émérite au Collège de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Juriste, bien sûr, docteur en droit, agrégée. Elle a enseigné dans les facultés de Lille et dans les facultés parisiennes. Et je crois que le titre des ouvrages qu'elle a publiés, des projets auxquels elle a participé, disent bien ses préoccupations et les orientations. Procédure pénale de l'Europe. Pour un droit commun, vers un droit commun de l'humanité. Liberté et sûreté dans un monde dangereux. Ses contributions remarquables lui ont d'ailleurs valu l'estime de ses collègues étrangers. Madame Delmas-Marty est docteur honoris causa de 8 universités à travers le monde. Et rare gage et signe d'excellence, elle a enseigné au Collège de France. Cette institution, qui, vous le savez, a été créée en 1530 par François Ier, à la suggestion de Guillaume Budet. Je dis ça parce que quand Claude Agès, professeur au Collège de France, est venu parler, on m'a demandé qu'est-ce que c'est le Collège de France. Nous avons enfin à signaler, parce que depuis 2007, Madame Delmas-Marty est membre de l'Académie des sciences morales et politiques, une section de l'Institut dont les problèmes aujourd'hui, avec l'éclatement du monde, sont très délicats à traiter. Il est d'ailleurs dommage que dans les bouleversements de la société, certains politiques mésestiment les considérations émises par l'Académie des sciences morales et politiques. Ainsi, d'après ce que je vous ai dit, je pense que vous voyez bien que Madame Delmas-Marty joue dans notre société et pour le compte de cette société un rôle de conscience qui l'a fait plus que jamais
Étant donné les circonstances du monde, bienvenue chez Émile Zola. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, je suis heureuse d'être ici, dans cette occasion un petit peu particulière, où j'ai l'impression de faire une sorte de rôle de passeur, puisque la maison de Zola est ouverte depuis longtemps déjà, mais le musée Dreyfus va être ouvert dans quelques jours, dans moins d'un mois, semble-t-il. Donc moi, ça me plaît beaucoup d'avoir un rôle de passeur ou de passeuse dans un lieu comme ici. Parce que c'est un lieu qui, à des quantités de points de vue, n'est pas ordinaire. C'est pourquoi j'ai proposé, quand Louis Gauthier m'a demandé un titre, j'ai lancé comme ça 2 ou 3 titres, mais finalement j'ai choisi celui qu'il a déclaré énigmatique, en mettant l'équivalent d'une note de bas de page pour dire, pour moi, c'est positif. Énigmatique, ça aurait pu être négatif. Pour lui, c'était positif, et pour moi, c'est positif aussi. Et alors, je dois dire que, au fond, Émile Zola, c'est un nom magique, parce que il a suffi que Louis Gauthier prononce ce nom pour me faire, sans beaucoup réfléchir, accepter sa proposition qui me conduit aujourd'hui à prendre la parole sans véritable compétence, sinon comme, je dirais, simple observatrice dans un monde qui n'a pas cessé de changer, qui ne cessera sans doute pas de changer, en tout cas qui n'a pas cessé de changer depuis la fameuse tribune « J'accuse » du 13 janvier 1899. En choisissant ces 2 mots « j'accuse » comme titre de la tribune de Zola, je crois que Clémenceau a fait quelque chose d'important, parce qu'il a lancé le texte, qui est très beau par ailleurs, il l'a lancé comme on lance un cri, le cri de la vérité, le cri de la justice. Encore faut-il faire la part des sensibilités diverses. D'un côté, il n'est pas du tout anormal que dans un pays comme la France, on ait assez vite finalement reconnu les crimes liés à l'affaire Dreyfus. Mais d'un autre côté, comment expliquer que la place d'Alfred Dreyfus et d'Émile Zola se soit maintenue avec une telle constance à travers les vicissitudes du monde pour une période qui est maintenant de plus de 100 ans, pas loin de 125. Alors comment expliquer cela alors que les vicissitudes ont été nombreuses? Je ne vais pas faire une histoire de ce XXe siècle, mais quelques repères que tout le monde connaît, les 2 guerres mondiales, les phénomènes de colonisation, décolonisation, les drames comme la Shoah, et en plus, après la Seconde Guerre mondiale, la naissance de nouvelles régions, de nouveaux pays. Je pense à l'Europe, je pense à la fragilité de l'Europe. Elle est fragile à l'Est, on le voit depuis pas mal d'années maintenant, mais elle est fragile aussi, elle était fragile aussi à l'Ouest avec le Brexit, on s'en est aperçu. Et puis, cette pénétration dans l'univers mental de leurs contemporains a conduit à connaître mieux cette communauté mondiale. On commence à employer l'expression communauté mondiale, alors que pendant longtemps, la communauté était réservée à ce qui n'est pas étatique. On parle de communauté mondiale parce que cette communauté mondiale commence à exister dans la mesure où les grands défis de société actuelle sont des problèmes, des défis à caractère mondial. Et ce que l'on peut observer, c'est qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la communauté mondiale a connu des crises à un rythme accéléré. Je crois que malgré tout, la date clé pour apprécier d'un point de vue un peu macro, politico-juridique, la situation, c'est le tournant
du 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, c'est le début d'une période où la mondialisation envahit pratiquement tous les domaines de la vie. Les grands défis, on les connaît. 2001, c'est le terrorisme, mais pour la première fois, un terrorisme qui a une dimension globale, qui a une composition globale, qui utilise des instruments du monde global, qui a une dimension globale. Alors, je pense qu'on peut, sans risquer de se tromper beaucoup, dire que la communauté mondiale a connu des crises à un rythme accéléré après cet accident, plus qu'un accident, cette bifurcation, parce qu'il y a vraiment un changement de direction du 11 septembre. Alors, je dois faire un aveu à Louis Gauthier, c'est que, sans le savoir ou en le sachant, je ne sais, il m'avait encouragé à privilégier la dernière période, cette période des 20 dernières années, pendant laquelle les crises, on les mettait toujours au pluriel, ont commencé à se fondre en une seule, unie ou polycrise. Poly, je préfère parce que c'est la pluralité, en même temps, c'est l'unité. Une polycrise, c'est au singulier et au pluriel à la fois. Une polycrise presque permanente avec des entrées multiples. L'entrée sécuritaire, attentats terroristes, mais aussi les naufrages des migrants en Méditerranée. Ensuite, l'entrée économique et financière avec la crise financière qui a entamé profondément le début de ce siècle. Et puis, surtout, la crise sociale avec ce phénomène inattendu, personne ne l'avait vu venir, des gilets jaunes, qui a donné à la crise sociale une dimension tout à fait particulière. Et puis, il y a l'entrée numérique, avec les différentes technologies du numérique, dont le fameux 5G. Et puis, il y a l'entrée climatique avec le dérèglement de l'écosystème. Et pour couronner le tout, si on ose dire, l'entrée que j'appellerais l'entrée sanitaire, avec l'actuel coronavirus. Alors, face à une telle avalanche, que faisons-nous, nous les humains ? Je dirais que rester fiers de notre raison et de notre conscience, qui sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 1, bien nous, les humains, nous avons longtemps poursuivi la même route que je désignerais d'une formule un peu ramasse-tout, la formule du toujours plus d'argent, toujours plus de ressources, toujours plus de tout ce qui fait la vie quotidienne et la vie collective. Je me pose la question en venant ici pour la première fois, c'est combien faudra-t-il encore de pèlerinage à Médan pour nous donner la sagesse de changer de cap afin d'éviter ce qu'on nous annonce, les récits d'anticipation qui sont les plus familiers, les plus convaincants. C'est le récit de l'effondrement, le grand effondrement. Nous irions tout droit vers le grand effondrement de nos civilisations, qui est annoncé avec pas mal d'arguments, y compris des arguments scientifiques précis, par les collapsologues, comme on dit. Mais il y a aussi le récit, et les deux peuvent s'enchaîner l'un par rapport à l'autre. La crainte du grand effondrement peut conduire à l'autre récit, qui est le récit de l'asservissement des humains à l'horizon du programme, par exemple, des nouvelles routes de la soie lancées il y a quelques années à peine par la République de Chine. Alors, sans prétendre répondre directement à ces questions, je voudrais, en guise d'entrée en matière, faire une remarque, c'est que face à ces phénomènes, l'état d'urgence ne peut être qu'une réponse temporaire. Vous savez qu'il y a périodiquement la question de savoir si on renouvelle, si on abroge, si on reprend l'état d'urgence. Est-ce que c'est l'urgence sanitaire ? Est-ce que c'est l'urgence
terroriste? Est-ce que c'est l'urgence migratoire? C'est la question qui se repose d'année en année, à condition qu'on ne se trompe pas de route. Alors, il me semble que plutôt que d'infantiliser les peuples en instaurant un régime disciplinaire du type obéissance au doigt et à l'œil, loin d'infantiliser en soumettant les peuples aux représentants de l'ordre, y compris cette nouvelle trouvaille sémantique qu'on appelle les brigades du traçage, eh bien mieux vaudrait renforcer le triptyque qui était très valorisé après la Seconde Guerre mondiale par les vainqueurs de la guerre. Ce que j'appelle le triptyque, c'est l'ensemble de 3 mots: politiquement la démocratie, juridiquement l'état de droit, du point de vue éthique les droits humains ou les droits de l'homme. Renforcer ce triptyque pour que chacun se sente responsable. Et quand j'ai reçu une lettre peu avant de venir, c'était le début du mois d'août, de Madame Martine Leblond-Zola, elle me disait, entre le Zola qui dans Germinal peint le peuple aux mains nues affrontant la force implacable et aveugle, et le Zola qui prend la défense d'Alfred Dreyfus, un innocent injustement condamné, il n'y a pas de différence. Elle me disait, il n'y a pas de différence, et elle en concluait que Zola est toujours un authentique républicain et un humaniste toujours actuel. Alors, on peut avoir des réserves sur le toujours actuel, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ce qui me paraît surtout important de souligner, c'est qu'il y a tout de même quelque chose qui a changé. Le monde a changé pendant cette période, la dernière période, les 20 dernières années. Le monde a changé et l'écart s'est considérablement creusé. On pourrait presque parler maintenant de fracture entre l'écart s'est creusé entre les républicains et les humanistes. Pour la première fois, l'état d'urgence est devenu mondial et l'information, y compris les fake news, mauvaises nouvelles, est quasi mondiale. Et pourtant, et c'est là que je vois l'écart ou la fracture se creuser, et pourtant la sphère juridique est restée obstinément nationale. Alors il y a bien sûr tout un volet de droit international, mais les États ont tendance à copier les modèles inventés par ces États empires que sont les États-Unis ou la Chine. Alors bien sûr, les choses changent ici ou là. Après M. Trump, nous avons son successeur, M. Biden. Après l'Europe frileuse en matière climatique, on a une Europe qui se déclare plus engagée et plus résolue à s'engager encore davantage. Mais il est clair que ces nouvelles initiatives sont insuffisantes et il est clair aussi que si nous ne souhaitons pas renoncer à ce fameux triptyque démocratie, droits humains et état de droit, si nous ne voulons pas renoncer à cela, il faudra obtenir les effets de l'urgence. Il ne suffit pas de déclarer l'urgence, il ne suffit pas de proclamer l'urgence, il faut arriver à ce qu'elle ait des effets suffisamment transformateurs pour éviter nos 2 écueils. J'évoquais il y a un instant le grand effondrement, le grand asservissement. Alors comment faire? Nous sommes dans une sorte de situation chaotique. Quelques-uns, dont je suis, qui aiment la navigation à voile, emploient l'expression du poteau noir. Le poteau noir, c'est une jolie expression, si on veut, parce qu'elle désigne une situation angoissante. C'est l'endroit au milieu des océans où les alizés du nord et du sud se rejoignent, s'affrontent, se confrontent. Alors soit ils se neutralisent, et au temps de la marine à voile, le bateau reste encalminé, il ne bouge plus, c'est la paralysie. Soit elles se combattent et on arrive au naufrage. Je ne sais pas lequel il faut préférer, on risque d'avoir les deux l'un après l'autre. Donc, une fois dans ce poteau noir, il faut trouver l'énergie pour en sortir.
Et vous commencez peut-être à vous demander, en m'écoutant, si la juriste que vous avez eu l'imprudence de convier à cette rencontre d'aujourd'hui était le bon choix. Je vous laisse en juger, mais pour ce qui me concerne, j'y vois une double occasion. D'abord, l'occasion de revisiter quelques dogmes aux frontières de la science politique et économique et des systèmes de droit. Revisiter quelques dogmes qui sont très répandus et qu'il est extrêmement difficile de remettre en cause ouvertement. Il y a le dogme de la croissance économique qui réduirait les inégalités. C'est quelque chose de connu et de souvent écrit, réécrit, relu. Il y a le dogme de la souveraineté politique qui assurerait l'indépendance nationale. Or, c'est un peu contradictoire avec ce que je vous ai dit d'emblée, parce que l'indépendance nationale, elle est prodigieusement entamée, entachée par le fait que les grands défis sont devenus mondiaux, y compris les défis qui provoquent des manifestations parfois violentes, que ce soit les migrations, le terrorisme ou autre. Enfin, l'anthropologie garantit la solidarité sociale, voire écologique, mais à condition qu'elle soit fondée sur le monde vivant dans son ensemble et pas seulement sur les humains. Et puis, pour terminer, l'indétermination de la notion même d'humain assure, à mon avis, quelque chose d'essentiel qu'on ne dit pas très souvent, qui est la créativité et la responsabilité. Si on est créatif, on doit être responsable de ce qu'on crée. Tout cela, c'est ce que j'appelle revisiter quelques dogmes. Mais en réalité, ce que je voudrais surtout revisiter avec vous, si le temps m'en est donné, c'est la gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale, comment résoudre ce fossé qui sépare maintenant les grands défis de société déjà mondiaux et les lieux et les acteurs de la surveillance et du contrôle qui restent très largement nationaux, voire régionaux avec les constructions comme l'Europe et dans d'autres parties de la planète, les constructions analogues, que ce soit en Amérique, en Afrique ou en Asie. Alors au fond, mon objectif est assez modeste, c'est simplement solliciter l'aide d'Émile Zola et d'Alfred Dreyfus pour tenter de mieux comprendre les dysfonctionnements actuels. C'est un objectif modeste parce qu'au fond, il s'agit d'explorer, selon deux axes qui sont beaucoup plus généraux que mon propos, l'avènement possible d'un monde nouveau. Il est clair que le monde auquel nous sommes habitués est impossible à continuer à penser dans le même équilibre, ou plutôt dans le même déséquilibre. Le fossé est tel que ça nous conduit à une sorte de grand chaos. Je ne sais pas si ce sera l'effondrement, mais sans doute le chaos avant l'effondrement, en tout cas. Alors, les deux axes, c'est ce que j'ai proposé en titre, ce qui a paru un peu énigmatique, ça sera peut-être un peu moins à la fin, j'espère. Les deux axes qui, pour les grands visionnaires que sont les écrivains et les poètes, caractérisent ce monde de l'après, comme on dit. C'est durer et grandir dans l'imprévisible. Et vous notez au passage que ce sont deux verbes, ce ne sont pas des substantifs, ce ne sont pas des concepts, ce sont deux verbes qui désignent des actions. Alors, durer et grandir, d'abord durer. Pour grandir, il faut déjà exister et durer un certain temps. À la différence des communautés nationales, la communauté mondiale émergente n'a pas grand matériau pour s'inscrire dans la durée. Il n'y a pas de mémoire collective à l'échelle mondiale et il n'y a pas d'histoire commune née d'un passé partagé à l'échelle mondiale. Il y a des histoires communes à différents niveaux, mais pas à l'échelle mondiale ou pas encore peut-être. Alors, pour avancer sur ce point, pour essayer d'être moins énigmatique, je dirais que face à l'imprévisibilité de la mondialisation, ce sont les récits d'anticipation qui nous aident à voir les destins possibles pour notre humanité, pour nos humanités si on les met au pluriel.
Prendre conscience de nos interdépendances, c'est le premier axe. Mais ça ne suffira pas. En fait, il faut, en augmentant notre conscience, il faut arriver à mieux organiser nos solidarités. Donc, prendre conscience de nos interdépendances, c'est une affaire de récit d'anticipation. Et vous le savez, nous avons plusieurs récits qui s'affrontent ou qui se confrontent. Le récit-programme, je commencerai par lui parce que c'est apparemment le moins inquiétant. En fait, il est inquiétant, mais il faut regarder à l'intérieur. Le récit-programme, c'est la rationalité imposée par le tout marché du néolibéralisme ou par le tout numérique du post-humanisme, voire par le tout contrôle de l'empire-monde proposé par la Chine avec les nouvelles routes de la soie. Alors ça, c'est un premier récit qui, en réalité, pour fonctionner, doit s'appuyer sur la volonté. Mais la volonté ne suffit pas. La volonté ne permet pas d'imposer le tout marché, le tout monde ou le tout numérique. Il faut aussi arriver à mettre en place ce programme. Et là, on s'aperçoit qu'on s'oriente vers une vision très totalitaire, autoritaire et totalitaire de la mondialisation. Car derrière les nouvelles routes de la soie, il y a la prise de contrôle de l'espace, sur terre, sur mer et sur air, et le contrôle du temps avec un agenda qui est prédéterminé et qui assujettit déjà les humains. Ensuite, vous avez un deuxième récit qui est le récit catastrophe. Alors, ce sont d'autres arguments, parfois aussi rationnels, souvent scientifiques, qui prédisent des catastrophes par une sorte de précaution. Ce n'est pas la volonté, c'est plutôt la précaution. On prédit pour mieux prévenir les catastrophes pour les prévenir. Il y en a deux exemples que chacun peut avoir à l'esprit. La catastrophe de la pandémie, soucieuse de garantir en priorité la survie de l'espèce humaine au risque d'oublier que la vie n'est pas le propre de l'homme. Et puis surtout la catastrophe écologique de la terre-mer. Vous savez que l'expression est empruntée à l'Amérique latine, à l'Amérique du Sud plus exactement. L'expression de la terre-mer est là pour prévenir le grand effondrement qui serait déclenché par le changement climatique, par l'épuisement des ressources planétaires ou plus largement par la transgression des limites planétaires. On emploie de plus en plus l'expression planetary boundaries, les limites planétaires. Et au fond, ce deuxième récit reste un récit inquiétant parce qu'il se fonde sur une précaution sans aucune garantie d'un résultat qui permettrait de continuer l'histoire humaine. D'où un troisième récit d'anticipation que j'appelle récit aventure. Pourquoi aventure ? Parce qu'il ne fixe pas d'avance, il ne prescrit pas. Le récit programme prescrit. Le récit catastrophe décrit, essaye de prévenir. Le récit aventure, c'est celui qui accueille l'imprévisible, confiant dans sa capacité d'imagination qui le préparait à s'adapter. Au fond, le récit aventure, qu'on peut appeler le récit de la mondialité, c'est-à-dire une mondialisation qui ne soit pas sauvage mais apaisée, apaisante et apaisée, c'est le seul récit qui se préoccupe à la fois de conserver une terre habitable et de respecter les droits de ce que nous annonce à la fin du siècle actuel comme étant les droits de quelques 11 milliards d'êtres humains annoncés pour la fin du XXIe siècle. C'est aussi le seul qui pourra résister à la puissance des empires-mondes sans conduire au chaos. Et c'est sans doute aussi le seul qui pourrait tout est dans le conditionnel, qui pourrait résister à la puissance des empires-mondes sans conduire au chaos. Et c'est aussi le seul qui pourrait nous mener vers une communauté unie par son destin, par son futur, tout en restant fidèle à sa source. Mais vous voyez que la description que je viens de faire montre qu'il y a assez peu de chances d'arriver à cette mondialité, car pour durer dans l'imprévisible, il ne suffit pas d'anticiper, il faut reconnaître que les interdépendances sont déjà là. Il faut les considérer comme déjà un fait. Donc il faut les organiser.
Il ne suffit pas de reconnaître, de prendre conscience de nos interdépendances, il faut les organiser. Et ça, c'est quelque chose qui est même urgent et qui nous renvoie à la méthode bien connue en droit national, des objectifs. Simplement, maintenant, le problème se pose à l'échelle mondiale. Donc, il faut arriver à formuler les objectifs. Alors, il y a en 2000 les objectifs du millénaire pour le développement, qui étaient surtout axés sur la lutte contre la pauvreté. Ils n'ont pas été totalement inutiles, mais ils sont loin d'avoir convaincu les observateurs. Et puis, il y a les objectifs de 2015, les ODD, objectifs sur le développement durable. Et puis, il y a les objectifs plus qualitatifs et plus quantitatifs dans certains domaines, par exemple dans le domaine du climat, avec les COP, les commissions des États parties. Donc, pour être efficace, en réalité, l'organisation des solidarités appelle deux pistes, incite à ouvrir deux pistes. D'une part, transformer la souveraineté solitaire des États en souveraineté solidaire. Parce qu'à l'heure actuelle, la réponse des États aux remarques qui sont faites, par exemple, sur le changement climatique, c'est le mot souveraineté. Mais une souveraineté autonome, une souveraineté indépendante. Je suis maître, charbonnier et maître chez lui, c'est la vieille formule qu'on entendait dans les années 30, qu'on retrouve à nouveau. Et puis, c'est d'autre part promouvoir les responsabilités, non seulement pour les États, si les États sont solidaires, ils sont responsables, mais aussi pour les acteurs non étatiques, et notamment ceux qui ont un pouvoir l'équivalent de celui de nombreux États, c'est-à-dire les entreprises transnationales, dont les pouvoirs sont devenus concurrentiels par rapport au pouvoir des États. Mais tout cela reste très problématique parce que ce droit en gestation, il est un peu pris dans une course de vitesse avec les phénomènes pratiques. Et la question est de savoir qui gagnera la course. À l'heure actuelle, je ne prendrai pas de pari à la fin de la conférence, il n'y aura pas prise de pari, mais je dirais simplement qu'à l'heure actuelle, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'imaginer une gouvernance mondiale qui ne soit pas purement interétatique. Une gouvernance qui associe la société civile. Alors la société civile, c'est qui, c'est quoi? La société civile, ce sont d'abord les citoyens, vous et moi, isolés ou regroupés, organisés en organisation non gouvernementale, par exemple, ou un syndicat. Mais les acteurs civils, ce sont aussi les acteurs scientifiques. Pensez au rôle clé des scientifiques dans le changement climatique ou dans les questions de migration. Et puis, les acteurs non étatiques, ce sont encore et avant tout les entreprises et leurs filiales et leurs sous-traitants. Alors, on avait l'impression que c'était une chasse gardée, le domaine des entreprises. Vous voyez, quand on parle de marché, il se passe des choses étranges. On avait l'impression que c'était une sorte de chasse gardée. Et pourtant, on est en train de commencer à faire entrer un peu de droit à l'échelle mondiale en matière de marché, précisément, en ce qui concerne pour réguler les marchés des entreprises. Alors, moi, j'aime bien employer l'expression de gouvernance. C'est la suite qui est importante, de gouvernance SVP. SVP voulant dire savoir, vouloir et pouvoir. Gouvernance SVP, c'est une sorte d'idéal dans lequel l'alliance entre les savoirs et les vouloirs permettrait d'encadrer les pouvoirs, que ce soit des pouvoirs économiques ou que ce soit des pouvoirs politiques. Le paradoxe de cette gouvernance SVP, c'est qu'elle appelle une reterritorialisation, c'est-à-dire que la mondialisation ne conduit pas forcément à tout placer au plan mondial, au plan global. La reterritorialisation, c'est la formule que j'aime bien d'un des descendants de notre ami Zola, c'est la formule de Glissant. Agis en ton lieu, pense avec le monde. C'est ça exactement la territorialisation. Tu agis là où tu es en ton lieu et tu penses avec le monde.
Mais pour agir en son lieu, il faut pouvoir combiner les savoirs scientifiques des savants avec les savoirs du vécu, les savoirs, l'expérience des sachants, ceux qui vivent au quotidien les effets de la mondialisation, les transporteurs, les peuples autochtones, les populations les plus démunies, sont souvent les mêmes d'ailleurs. Et enfin, il faut associer les vouloirs citoyens à tous les niveaux, du village jusqu'à ces fameux hyperlieux dont les géographes nous parlent à la suite de Michel Lussot, qui a publié ça en 2016, hyperlieux. Alors vous voyez où on en est, pluralité des lieux comme des temporalités, diversité des acteurs, ce pourrait être l'une des conditions permettant pas seulement de durer, parce que durer c'est simplement survivre, mais permettant peut-être de grandir dans l'imprévisible. Ce sera mon dernier point. Je vais le raccourcir un peu pour ne pas dépasser les instructions qui m'ont été données. Alors, on va en effet, allons-nous, posons-le sous forme de question, parce que dire on va, c'est bien présomptueux de ma part, allons-nous vers un équilibre dynamique? Et d'abord, c'est quoi un équilibre dynamique? En fait, c'est ce qui est intéressant dans ce mot, dans cette alliance de deux mots inusuels ensemble, c'est équilibre et dynamique. Dynamique, ça introduit un mouvement. L'équilibre, c'est quelque chose qui, a priori, est statique. Mais si l'équilibre est dynamique, ça veut dire que le mouvement continue. Donc c'est l'idée équilibre, déséquilibre, rééquilibrage. C'est au fond tout ce qui est au cœur des travaux sur le vivant. Le vivant est un équilibre qui est en même temps dynamique. Alors vous savez, l'exemple que je donne toujours, parce que je trouve que c'est finalement ce qui aide le plus clairement à comprendre l'équilibre dynamique, c'est l'exemple de la bicyclette. Si vous arrêtez de pédaler, la bicyclette tombe et vous n'avancez plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce récit de la mondialité que j'ai essayé de faire parmi mes 3 récits anticipateurs, le récit de la mondialité, il est apaisant parce qu'il n'oppose pas la diversité à l'unité, il n'oppose pas le commun au différent, il n'oppose pas le relatif à l'universel. Et il y a des passages qu'on trouve chez Zola notamment, qui montrent à quel point il est nécessaire d'incorporer les différentes composantes de cet équilibre dynamique. Alors, en fait, à l'inverse d'une gouvernance par la peur qui immobilise les humains en déstabilisant les sociétés, et la pandémie, c'est un très bon exemple, les humains sont immobilisés, les sociétés sont complètement ou largement déstabilisées. Alors, au lieu de la gouvernance par la peur, nous venons avec la mondialité, nous venons à une gouvernance par la confiance et l'imagination. Car au fond, on a tendance à dire oui, mais la peur, c'est le propre de l'homme. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les animaux aussi ont peur, les plantes, paraît-il, ont peur. En revanche, l'humain, peut-être que ce qui fait le propre des sociétés humaines, malgré toutes leurs ressemblances avec d'autres sociétés vivantes, c'est l'imagination, et une imagination qui est accompagnée de transmission. Ce qui fait que les sociétés des humains ont tellement changé au cours de l'histoire, alors que les sociétés autres, les animaux, les végétaux, ont beaucoup moins évolué. C'est peut-être ça, la capacité d'imaginer au-delà de ce qu'on peut observer, et la capacité de transmettre ce qu'on a imaginé. Alors de ce point de vue-là, il y a 2 textes emblématiques dans le droit international qui montrent bien où sont les 2 pôles. Il y a l'article 1 de la Déclaration universelle qui érige l'égale dignité de tous les êtres humains en principe universel. Égale dignité de tous les êtres humains. Mais vous avez aussi, quelques années plus tard, la Déclaration universelle, c'est 1948, vous avez en 2001, et pas n'importe quel moment en 2001, en novembre 2001, donc vous voyez juste après les attentats du 11 septembre, vous avez une déclaration de l'UNESCO qui sera reprise ensuite par une convention en 2005 qui qualifie la diversité culturelle de patrimoine commun de l'humanité. La diversité culturelle des humains
serait patrimoine commun de l'humanité. Et il y a un texte supplémentaire qu'on peut évoquer au passage, c'est l'article 4 de la même déclaration UNESCO qui dit « Attention, nul, attention je l'ajoute, nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits humains garantis par le droit international, ni pour en limiter la portée. » Alors, ce que je remarque avec cet article 4, il est intéressant parce qu'il nous fixe un horizon, mais il indique une direction, mais il n'indique pas le chemin. Comment aller dans cette direction? Comment concilier cela avec la Déclaration universelle? Il ne le dit pas. Alors, à l'inverse de la gouvernance par la peur, comment construire, comment imaginer une gouvernance par la confiance dans notre capacité d'adaptation, c'est-à-dire précisément la confiance dans le fait de durer et de grandir dans l'imprévisible. Est-ce que j'ai fait tout ce long discours pour arriver à une sorte de constat d'échec? Je ne crois pas, parce que l'objet, vous l'avez compris très vite, n'était pas de poser à l'imprévisible destin humain un nouvel ordre mondial qui serait prévisible, parce que pour que l'ordre mondial soit prévisible, il faut deux choses. Il faut qu'il soit rigide et immobile. Or, le monde humain, comme les autres mondes vivants, n'est ni rigide ni immobile. Donc l'objet n'est pas d'opposer à l'imprévisible destin un nouvel ordre mondial. Mais en fait, le projet, c'était d'ouvrir des chemins, de contribuer à ouvrir des chemins. Chacun, à sa manière, selon sa compétence, ses compétences, essaye d'ouvrir des chemins vers une mondialité qui serait apaisée par rapport à la mondialisation sauvage. On est un peu dans le rêve ou dans l'utopie, mais on y était déjà tout à l'heure. Une mondialité apaisée, plus proche de l'équilibre dynamique que d'un ordre statique. Alors, plutôt que de vous présenter une conclusion provisoire, je voudrais redonner la parole à celui qui nous réunit ici depuis plus de 100 ans et qui reste étonnamment ouvert dans ce monde qui se ferme chaque jour davantage. Je trouve ce qui est fascinant dans la pensée de Zola, c'est cette ouverture qu'il a réussi à maintenir, même quand il y a sur tel ou tel point des désaccords qui naissent. Alors, le message d'Émile Zola, juste avant sa longue litanie des J'accuse, dans la fameuse tribune qui est reproduite partout et que vous allez revoir dans le musée dans quelques semaines, le message, c'est le suivant. Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse et prend une telle force d'explosion que le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. Alors, 120 ans plus tard, je dirais, il n'y a pas une ligne à retirer et il nous lègue en même temps, Émile Zola, il nous lègue un langage de bâtisseur, comme on l'a remarqué tout à l'heure de façon très convaincante, évitant l'explosion de la vérité comme l'insurrection de la justice. Suivons Zola sur le chemin qu'il indique par cet aveu qui termine presque la tribune, un aveu singulier et je dirais énigmatique lui aussi. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière. Merci pour votre attention et votre écoute.